On est en live. Parfait. Oh, On attend juste qu'il y ait un peu de connexion. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce webinaire. On attend juste quelques minutes avant de commencer. Je vous rappelle encore une fois euh, qu'il y a toujours moyen de poser vos questions. Pour les personnes qui lors de leur inscription, nous ont transmis leurs questions, on les a bien reçues et elles seront traitées. Pour les personnes qui n'ont pas eu le temps de poser leurs questions lors de l'inscription, il y a toujours moyen de le faire et ce, en cliquant sur la case questions et réponses qui s'affiche en bas de votre écran. N'hésitez pas. Merci. Madame Bouzaï, on commence? oui, bien sûr, à disposition. Parfait. Donc, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour ce webinaire qui portera sur la gestion des conséquences juridiques de la crise du coronavirus. Avec nous aujourd'hui, Madame Wassila Mouzaï, commissaire aux comptes du cabinet WM et ex-magistrat à la Cour des comptes, qui viendra rappeler les obligations qui incombent aux dirigeants d'entreprise ainsi que les délais à respecter. Lors de cet atelier, Madame Wassila Mouzaï nous parlera des rapports de gestion et de l'annexe aux états financiers de 2019 et de l'intérêt particulier à la rédaction de la rubrique faits postérieurs à la clôture des comptes pour reprendre les faits marquants ayant impacté vos entreprises durant le premier trimestre 2020 à cause du coronavirus. Je vous rappelle encore une fois la possibilité de nous poser vos questions directement lors de l'intervention sur la rubrique questions et réponses et nous les traiterons en deuxième partie de ce webinaire. Bienvenue à toutes et à tous. Madame Wassila Mouzaï, encore une fois, merci pour votre disponibilité. Bon webinaire et à tout à l'heure. Je vous cède la parole. Très bien. Donc, bonjour à tous. Bahal khair, salam alaikum. Et j'espère que vous êtes tous en bonne santé. Donc, aujourd'hui, je vais essayer de lancer un débat, parce que je n'ai pas toutes les réponses aux questions qui me sont posées, mais toujours est-il, je pense qu'en tant qu'expert, nous devons de nous poser les questions qui intéressent nos entreprises aujourd'hui et surtout d'essayer de lancer un débat et d'essayer de proposer des solutions, surtout aux entreprises qui aujourd'hui peinent avec cette crise sanitaire. Donc, ce que je voulais vous dire aujourd'hui, c'est que beaucoup de confrères à moi ont déjà débattu de ces problématiques. Le report des délais fiscaux, sociaux, etc., on n'en revient pas. Mais surtout, on va surtout un petit peu faire un focus sur ce qu'attendent les entreprises aujourd'hui. Elles sont en train de faire leur bilan, ils les déposer, ils ont eu il y a eu des reports des délais des bilans fiscaux d'un mois et 2 mois, un mois pour les entreprises relevant de la BGE,
2 mois pour les entreprises relevant des CDI et autres inspections. Ça a été réglé. Mais entre-temps, il y a aussi toutes ce que j'appelle moi, toutes les dossiers juridiques à préparer pour les assemblées. Donc, nous avons les assemblées générales qui arrivent, il faut les préparer, il faut les convoquer, il faut les préparer les dossiers, les tenir, ensuite publier les comptes. Et bien sûr, pour les entreprises qui avaient un résultat bénéficiaire en 2019, qui appréhendent un transfert de dividendes, est-ce qu'elles ont fait les dossiers? Non, etc. Donc, c'est tout ça ce que je voudrais aujourd'hui discuter avec vous. Vous passez la prochaine slide, s'il vous plaît. Donc, un peu rappel des missions du CAC. Je suis commissaire aux comptes. Beaucoup de questions ont été déjà posées dans ce cadre-là. C'est un petit rappel des missions du commissaire aux comptes et je reste à votre disposition ensuite pour en débattre puisque je vois que nous avons beaucoup de questions. Je vais essayer dans cette heure et demie essayer de vous répondre. Donc la mission du commissaire aux comptes, c'est là une mission légale, donc elle est prévue par la loi, notamment la loi 1001 et l'article 23, si vous revenez à l'article 23, il précise les types de missions et ce que doit faire un commissaire aux comptes. Je vais essayer de m'adresser aux entreprises parce que les questions qui nous sont posées viennent des entreprises. La CCF a fait un focus sur ça. Donc, je vais essayer d'être le plus clair. S'il y a un terme que j'utilise et que vous ne comprenez pas, vous m'envoyez juste un message ensuite, on le traitera. Donc, la mission de certification des comptes. Donc, un commissaire aux comptes va examiner vos états financiers et il va certifier ou pas. Donc, quand on parle la mission est une mission de certification, mais qui peut déboucher sur une certification avec réserve ou pas, ou bien un rejet complètement de certification. Donc, ces 3 possibilités sont à appréhender dans le cadre d'une mission de commissariat aux comptes. Il faut savoir aussi que le commissaire aux comptes aussi a un devoir de rédiger ce rapport de certification. Il a aussi des contrôles spécifiques à faire et le résultat de ces missions spécifiques qu'il a, il doit aussi rédiger des rapports sur chaque mission. Pour revenir un petit peu au sujet qui nous intéresse, l'examen du rapport de gestion ou du rapport annuel est aussi une mission du commissaire aux comptes. Donc, quand vous remettez vos états financiers au commissaire aux comptes, vous devez aussi lui remettre le rapport d'activité, de gestion annuelle. Beaucoup d'entreprises utilisent un vocable plus ou moins utilisé par le code de commerce. Et c'est ce rapport de gestion qui reprend l'activité de l'année, va être aussi soumise aux propriétaires. Donc, les propriétaires attendent aussi une lecture du commissaire aux comptes. Ils ne sont pas toujours au fait des techniques financières et comptables. Et eux aussi voudraient un petit peu savoir ce qui se passe. Est-ce que véritablement, ce qui est écrit dans ce rapport de gestion, ce rapport d'activité, reflète la réalité des choses? Et c'est ça le rôle du commissaire aux comptes. Ça veut dire que nous allons examiner les états financiers, mais nous allons aussi examiner les rapports que l'entreprise publie, que l'entreprise met à la disposition de ses propriétaires. Ça, ça fait partie des missions du commissaire aux comptes. Prochaine slide, s'il vous plaît. Donc, aujourd'hui, la question qui se pose le plus souvent, c'est que qu'en est-il de la communication des états financiers au commissaire aux comptes? Beaucoup de débats et toujours sur ça. Certaines entreprises n'ont pas, je pose une question. Communiquer vos états financiers au commissaire aux comptes est une obligation. Ce n'est pas le commissaire aux comptes qui est là pour vous embêter. Non, il faut me donner les états financiers, etc. Ça vous paraît anodin, mais il m'est arrivé aussi d'avoir cette discussion. Mais pourquoi je devrais remettre mes états financiers au commissaire aux comptes? Si votre entreprise a nommé un commissaire aux comptes, si vous êtes soumis à la certification des comptes, vous devez remettre vos états financiers au commissaire aux comptes. Ensuite, alors, j'ai essayé de vous résumer très rapidement
les ancrages juridiques, parce que souvent, c'est des questions récurrentes qui reviennent. Et ben, l'ancrage juridique, vous pouvez le retrouver dans le Code de commerce, puisque je vais essayer de présenter les textes des plus anciens aux plus nouveaux. Vous avez la loi 0711 qui s'affiche devant vous, l'article 27. C'est aussi la loi qui a introduit la SCF, qui l'a rendue obligatoire. Elle aussi fait référence à la communication des états financiers. Et vous avez aussi la loi 1001, qui est la loi relative à l'exercice de la profession du commissariat aux comptes, d'expertise comptable et de comptable. Donc, en ancrage juridique, vous avez le Code de commerce, vous avez la loi 07-011 relative à la SCF et la loi 1001. Quand vous allez communiquer votre état financier au commissaire aux comptes, il faut savoir qu'il y a un délai. Ces délais, c'est 4 mois après la clôture de votre état financier. Donc, généralement, on parle de clôture avec l'exercice comptable. L'exercice comptable coïncide à la fin de l'année, N-1. Donc, au 31 décembre, c'est la clôture de l'exercice N. Ensuite, vous avez 4 mois pour transmettre. Vous avez 4 mois, c'est à partir de 4 mois, pardon. Vous pouvez transmettre. Bien sûr, c'est clair qu'il y a certaines entreprises qui ont déjà transmis les états financiers à leur commissaire aux comptes, qui travaillent en étroite collaboration, etc. Mais si vous voulez un délai légal, le délai légal est de 4 mois après la clôture. Donc, début mai, fin avril généralement, c'est la clôture. Et à partir du 1er mai, même si c'est férié, bon, le 2 mai, vous êtes tenu de remettre vos états financiers à votre commissaire aux comptes. Je vous ai fait une petite définition des états financiers, parce que c'est quoi les états financiers? On revient là? Non, merci. Il faut savoir que cette loi 07-11 portant système comptable financier a repris la définition des états financiers. C'est quoi des états financiers? Vous revenez à l'article 25 et vous avez la liste des états financiers. Pourquoi j'ai voulu… Ah oui, merci. Ce qui est intéressant dans cet article, pourquoi j'ai insisté de le présenter, c'est que vous voyez bien que les états financiers des entités autres que les petites entités, les petites entités, elles sont soumises à une comptabilité simplifiée, on n'en parle pas. Mais ici, il est clair, quand on parle d'état financier, il faudrait qu'on fasse attention qu'il y a une définition précise à laquelle il faudrait qu'on se contraigne. Donc, les états financiers sont constitués d'un bilan, d'un compte de résultat, un tableau de flux de trésorerie, un tableau de variation des capitaux propres et une annexe. J'ai fait exprès de revenir à cette décision pour vous parler de l'annexe, parce que, hélas, encore aujourd'hui, j'ai certaines discussions avec des entités qui vous disent « Ah oui, mais pourquoi je devrais vous remettre l'annexe ?» Parce que tout simplement, c'est que c'est légal. C'est que la loi qui prévoit que l'annexe, qui est une déclaration narrative, on y reviendra tout à l'heure, la déclaration narrative de votre bilan, c'est une obligation. Donc, faites très attention de la remettre aussi à votre commissaire aux comptes. Si certains disent ah non, mais l'annexe, elle n'est pas obligatoire, non, elle est obligatoire et c'est la loi qui la prévoit. Merci. Alors, et nous arrivons à la transmission du rapport du CAF. Donc, vous avez transmis, vous avez 4 mois, vous transmettez vos états financiers à votre commissaire aux comptes. Lui aussi est tenu par des délais pour vous remettre son rapport. Donc, aujourd'hui en Algérie, nous avons 2 références juridiques qui nous permettent de donner l'ancrage des délais. Vous avez le Code de commerce. Le Code de commerce, en son article 752, qui précise que le délai de 15 jours qui précède la réunion de l'Assemblée, qui est appelée pour statuer sur les comptes, donc 15 jours avant l'Assemblée, c'est le délai maximum qu'a le commissaire aux comptes pour vous remettre au siège de la société son rapport. Vous avez aussi un deuxième ancrage. Non, pardon, on reste sur la 5e. Merci.
vous avez aussi un ancrage sur le décret 11-202 qui lui aussi, dans son article 5 et article 6, revient sur les délais qui sont toujours de 15 jours avant la tenue de l'Assemblée générale. Donc, votre commissaire aux comptes a normalement un maximum de 15 jours, je pense. Moi, je vous parle de délais légaux. Ensuite, c'est clair que 15 jours avant, c'est évident pour faire les convocations, pour transmettre, etc. Mais ça, c'est les délais légaux. La suivante, s'il vous plaît. Alors là, on revient aussi. Donc, nous avons, dans un premier temps, précisé comment doit se faire la transmission des états financiers au commissaire aux comptes. On lui transmet, lui, à son tour, doit remettre son rapport. Et tout ça, c'est pourquoi? C'est pour préparer l'Assemblée générale. L'Assemblée générale, alors c'est quoi l'Assemblée générale ordinaire? L'AGO, vous entendez parler, l'AGO. Donc déjà, je vous recommande de relire les dispositions de l'AGO, de votre Assemblée générale ordinaire, dans vos statuts. C'est vrai que dans le droit commun, c'est le Code de commerce qui régit les réunions de l'Assemblée générale, mais il faut savoir aussi que certains statuts, certaines entreprises ont déjà préalablement ajouté des spécifications à leur tenue de réunion. Donc, ma première recommandation, c'est d'abord, ma première recommandation aux propriétaires des entreprises, aux dirigeants, aux gérants, aux présidents de conseil d'administration, déjà, imprégnez-vous des dispositions contenues dans votre statut, parce que vous êtes liés par vos statuts. Statut de création et modificatif. Si les statuts de création n'ont pas modifié les dispositions relatives à la tenue des assemblées, sinon, il faudrait voir si il n'y a pas eu des modifications au fil des temps. Donc, c'est quoi une assemblée générale ordinaire, ou ce qu'on appelle communément l'assemblée annuelle, où les propriétaires se rencontrent? D'abord, elle permet aux propriétaires de se présenter sur les comptes des exercices écoulés. On va se réunir au mois de juin 2020, mais c'est pour terminer les états financiers de l'exercice N-1, donc de 2019. Elle est obligatoirement réunie dans les 6 mois de la clôture d'exercice. C'est pour ça que le dernier délai butoir, c'est le 30 juin. On va y revenir. Elle examine les états financiers, le rapport de gestion du principal dirigeant, ou c'est le conseil d'administration dans la SPA qui présente son rapport, ou bien où le gérant présente son rapport de gestion, et le rapport du commissaire aux comptes. Donc, au niveau de cette assemblée générale, elle est importante, puisque ces 3 documents importants au minimum doivent exister pour sa réunion. Et bien sûr, vous avez cette date butoir. J'ai fait exprès de vous ajouter cet article 776, c'est un article du Code de commerce. Désolé, je ne l'ai pas spécifié sur le côté. C'est juste la référence juridique qui rappelle aux dirigeants de l'obligation d'établir un rapport sur la situation de la société et l'activité. Je fais, excusez-moi, je fais référence à un texte parce que c'est des discussions que nous avons souvent avec les entreprises, dire mais pas obligé de faire un rapport de gestion. Non, non, vous êtes tenu de le faire. Vous êtes tenu. Le président du conseil d'administration doit présenter son rapport de gestion. C'est le conseil d'administration doit présenter son rapport annuel. Les gérants aussi, que ce soit au niveau d'une SARL ou d'une ARL, ou toutes les entreprises qui ont une assemblée doivent présenter un rapport de gestion. Donc, vous avez la référence juridique pour ça. Prochain slide, s'il vous plaît. Alors, la consistance minimum du dossier AGO, ce qu'on appelle le dossier juridique des assemblées, généralement, il y a un secrétaire juridique, il y a une personne. Dans les grandes entreprises, il y a un préposé qui s'occupe que de ça, s'occuper de préparer ce dossier juridique. C'est du travail très minutieux, il ne faudrait pas qu'il se trompe, etc. Dans les petites entreprises, généralement, ce dossier est préparé par le gérant ou il peut déléguer une personne pour le faire. Donc, le dossier qui doit être présenté à l'Assemblée générale doit contenir une convocation qui a été faite aux actionnaires dans la SPA ou aux associés dans la SARL. Il doit contenir le rapport de gestion, comme je vous l'ai dit, le rapport du commissariat au compte,
les propositions de résolution et les procurations et les pouvoirs. Les propositions de résolution, ça veut dire qu'est-ce qu'on va décider dans cette Assemblée générale. C'est l'Assemblée annuelle. Et l'Assemblée annuelle, elle va généralement se prononcer sur les états financiers. S'il y a un résultat bénéficiaire, elle va se prononcer sur la distribution ou pas. Donc, s'il y a une décision de distribution d'un résultat bénéficiaire, c'est au niveau de cet AGO et au niveau de ce PV qu'il faut le préciser. Si on a décidé autrement, on n'a pas envie de publier, on n'a pas envie de distribuer, il faut aussi le spécifier qu'il n'y aura pas de distribution et que le résultat sera porté en report à nouveau. Et donc, toutes ces décisions importantes qui vont s'opérer au niveau de cette Assemblée générale, les propriétaires, quand on les convoque, on doit leur envoyer les résolutions à l'avance pour qu'ils aient le temps d'examiner le tout. Les procurations et les pouvoirs, parce que vous savez presque tous les statuts, il faut savoir aussi, on y reviendra, parce que au vu de ce qui nous intéresse aujourd'hui et de cette crise, il faut savoir aussi que la présence au niveau des assemblées générales n'est pas obligatoire, sauf si dans votre statut, vous avez spécifié qu'il est interdit de se réunir en AGO en étant représenté. S'il n'y a pas cette contrainte ou cette limite, vous pouvez donner des pouvoirs. Il y a un modèle, normalement il y a un modèle pour chaque entreprise et vous pouvez vous faire représenter. Si vous ne pouvez pas assister à cette assemblée, vous donnez un pouvoir à un représentant qui peut être autre de la société. Toujours est-il, ça dépend ce qui est écrit dans vos statuts, parce qu'on a eu des surprises. Hein. Certaines personnes ont fait des pouvoirs pour des personnes autres que associés ou actionnaires et ensuite ils n'avaient pas relu leur statut et l'Assemblée a été invalidée parce qu'il était inscrit au niveau des statuts que les pouvoirs de représentation d'un actionnaire ou d'un associé ne pouvaient être donnés qu'à un autre actionnaire. Donc faites attention à ça, il faut toujours relire ces statuts et préparer un petit résumé. Des statuts qui ont été créés ça fait 20 ans, on a tendance à les oublier. C'est pour ça qu'il y a une mise à jour annuelle qui doit se faire des statuts et comme ça vous aurez toutes les mentions obligatoires, limites, etc. sous les yeux. Donc vous pouvez vous faire représenter au niveau des assemblées. Alors, rappel du calendrier légal d'arrêté des comptes, hein, c'est un petit peu un tableau qui coule du pouce. Le 30 avril, c'est la remise du bilan, l'annexe, le rapport de gestion au commissaire de compte. Dans ce cadre-là, je vous parle des délais légaux hein, avant que nous ayons aujourd'hui ces reports. Le 15 juin, c'est la convocation des associés. Quand on parle date butoir, ça veut dire 30 avril, c'est la date limite de remise des dossiers au commissaire aux comptes, pour vos états financiers et rapports de gestion au commissaire aux comptes. Je devrais corriger mon slide, désolé. Le 15 juin, c'est le dernier délai pour convoquer les associés, puisque il y a cette contrainte du 30 juin. Et aujourd'hui, le 15 juin, il faut aussi vérifier une chose. 15 juin, c'est ce qu'on retrouve, le délai de convocation, j'allais dire, un peu au niveau des entreprises. Mais il faut savoir que pour certaines sociétés par action, et pour beaucoup, le délai est de 30 jours. Donc, il faut revoir ces délais au niveau de vos statuts. Pour les sociétés par action, donc les grandes sociétés, j'ai plus retrouvé dans les statuts un délai butoir de 30 jours. Donc 30 jours avant, donc déjà à partir du 1er juin, vous devez convoquer vos associés si vous avez décidé de faire le 30 jours. Là, le 30 juin, c'est la date butoir de tenue de l'Assemblée statuant sur les comptes. Ça, c'est aussi pour le commerce. Et le 31 juillet, c'est la date butoir de la publication des comptes sociaux. Tout ça, tout ce calendrier a été élaboré sur la base du code de commerce et sur les obligations qui existaient avant les reports que nous avons eus et nous en allons revenir. Prochain slide, s'il vous plaît. Alors, en quatrième étape, donc première étape, vous avez remis vos états financiers et votre rapport de gestion au commissaire aux comptes. Votre commissaire aux comptes va vous remettre son rapport de commissariat aux comptes. Vous allez convoquer l'Assemblée générale et remettre ce dossier au propriétaire et
et vous allez tenir votre assemblée générale. Après la tenue de votre assemblée générale, l'autre contrainte légale que vous avez, c'est cette publication légale des comptes sociaux. Donc, vous êtes tenu de publier vos comptes sociaux auprès du Centre national de registre de commerce. Je voudrais juste faire une petite remarque et j'ai fait exprès de vous ajouter cet article 717 du Code de commerce. Pour les entreprises, si pour nous, entre guillemets, sociétés et dirigeants algériens, nous n'avons pas l'habitude d'avoir les tribunaux de commerce, il faut savoir, et nous n'avons pas de greffe des tribunaux de commerce, il faut savoir que normalement, les comptes sociaux sont déposés auprès du greffe du tribunal de commerce territorialement compétent. En l'absence de cette disposition en Algérie et de cette procédure, les dépôts auprès du centre de registre de commerce valent dépôt auprès du greffe du tribunal de commerce. Beaucoup d'entreprises étrangères me posent ce problème, mais pourquoi vous n'avez pas de greffe et pourquoi on dépose au CNRC, etc. Il faut juste savoir que ça a été acté par le Code de commerce. Si demain nous aurons j'espère, des tribunaux de commerce avec des greffes avec lesquels nous pourrions publier nos comptes sociaux, je pense que même le Code de commerce le permet. Pour l'instant, la référence juridique de dépôt des comptes sociaux auprès du CNRC et le Code de commerce. Donc, aujourd'hui, le CNRC joue le rôle du greffe du tribunal. Donc, publication légale des comptes sociaux, c'est une obligation. Elle est prévue par le Code de commerce. Elle est prévue aussi par la loi 0408 relative aux conditions d'exercice des activités commerciales. Et bien sûr, cette publication va se faire dans un bulletin des annonces légales qui est une revue éditée par le CNRC aussi, avec laquelle vous pouvez faire un abonnement et vous aurez vos publications des comptes sociaux des autres entreprises si cela vous intéresse. Ensuite, donc, après la revue de ces 4 obligations légales que vous devez, généralement vous connaissez, mais qui sont toujours à revoir, etc., aujourd'hui, on arrive là. J'ai essayé de recenser une dizaine de points vers lesquels il faudrait qu'on ouvre un débat parce que nous sommes, entre guillemets, un petit peu perdus. D'abord, les délais de transmission des rapports des commissaires. La loi est claire, vous dit que début mai, vous devez transmettre vos rapports au commissaire aux comptes. Certaines entreprises me disent oui, mais le délai de transmission, de dépôt des bilans fiscaux a été reporté. Et de ce fait-là, pourquoi pas ne pas aussi reporter les délais de transmission des rapports du commissaire? Mais moi, je vous dis non. Non, parce que les délais de transmission des rapports 4, comme vous l'avez vu, premier point, c'est acté, c'est régulé par des textes. Il faut savoir aussi que le commissaire aux comptes, quand il vous demande des états financiers, il vous demande pas le bilan fiscal. Le bilan fiscal ne doit servir qu'à payer l'impôt. Bon, c'est vrai qu'on peut discuter sur ce point-là, mais le bilan comptable, ce qu'on donne au commissaire aux comptes, c'est le bilan comptable. Donc, il faudrait quand même à un moment dissocier le bilan fiscal du bilan comptable. Le bilan comptable, c'est le bilan qui va être donné au commissaire aux comptes, qui va être examiné au niveau de l'Assemblée générale et qui va être publié. Le bilan fiscal, c'est une autre obligation qui est faite aux entreprises. Elle est faite pour informer l'administration fiscale sur votre chiffre d'affaires et pour asseoir les impôts et taxes que vous avez à payer. C'est vrai que c'est important. Je ne dis pas qu'un bilan fiscal n'est pas important pour une entreprise. Aujourd'hui, le focus il est plus fait sur le bilan fiscal que sur autre chose parce qu'il a une implication pécuniaire. Mais il faut savoir que votre commissaire aux comptes a besoin de votre bilan comptable. Donc, aujourd'hui, à fin avril, je pense que les entreprises ont déjà clôturé leur bilan, ils ont déjà leurs états financiers
Si vous n'êtes pas dans cette problématique d'avoir un bilan comptable au 30 avril, il faut savoir aussi que, ce que je vous expliquais tout à l'heure, si vous remettez en retard vos états financiers à votre commissaire aux comptes, lui aussi n'aura pas les délais requis, puisqu'il a droit à 45 jours pour faire son rapport, il ne pourra pas le faire. Et s'il ne pourra pas le faire, ça veut dire que l'Assemblée générale ne peut pas se tenir, etc., etc. Aujourd'hui, le report de dépôt des bilans fiscaux n'a pas été suivi d'une décision de report des délais des assemblées. Et de ce fait, nous sommes, en tant que commissaire aux comptes, je vais plaider la cause de mes confrères et consorts, c'est que nous aussi, nous sommes un peu contraints contraints par ces délais. Ensuite, nous avons 45 jours pour faire les rapports, etc. Donc, il faudrait vraiment discuter à votre commissaire aux comptes et trouver un compromis. Nous sommes tous impactés par ce qui nous arrive, hein, parce que et l'impact est international, hein, ne concerne pas que l'Algérie. Donc, je pense qu'il faudrait aussi essayer de comprendre un petit peu notre mission, qui n'est pas aisée, et trouver un compromis. Donc, aujourd'hui, les délais de transmission des rapports CAC, ils n'ont pas été reportés, donc vous êtes tous les deux vous y obligés. Les délais de réunion des convocations du conseil d'administration pour l'arrêté des comptes, généralement, il se fait la fin avril avec le bilan fiscal. Aujourd'hui, c'est un point que je voudrais un petit peu évoquer avec vous, c'est que les arrêtés de compte se font par tradition avec le bilan fiscal. Puisque quand on arrête son bilan fiscal et on va voir l'impôt et les taxes qu'on va payer, c'est important. Et c'est à ce moment-là que le conseil d'administration se réunit ou une assemblée se réunit au niveau de la SAREB pour arrêter les comptes, parce qu'un commissaire aux comptes, vous allez lui donner des états financiers arrêtés. Généralement, on demande à un PV, si c'est pour une SPA, de joindre aux états financiers, ce que je vous ai rappelé tout à l'heure, le PV de CA, c'est un arrêté des comptes, une lettre d'affirmation. Vous allez nous donner des états financiers arrêtés. Le commissaire aux comptes doit veiller que son rapport soit fait sur des états financiers arrêtés, pour qu'il n'y ait pas de modification des chiffres ensuite. Et à ce titre-là, nous demandons, aujourd'hui, nous avons des normes d'audit qui applicables en Algérie depuis 2016 et qui obligent les sociétés à remettre une lettre d'affirmation où elle affirme, voilà, les états financiers ont été arrêtés avec des chiffres X. Et au niveau des conseils d'administration aussi, nous demandons les PV de conseils d'administration qui ont arrêté les comptes, puisque le commissaire aux comptes est aussi invité à CCA pour faire des commandes. Donc aujourd'hui, on se retrouve dans une situation où les délais n'ont pas été reportés, ni des assemblées générales, ni des délais de transmission. Nous avons un autre souci, c'est les modalités de convocation. Même si je parle surtout pour les entreprises, par exemple, qui vivaient un confinement général, nous avions le visa, mais maintenant c'est ouvert, donc plus ou moins les modalités de convocation peuvent se faire aisément, avant 14 heures, bien sûr. Ces modalités de convocation, on y reviendra, s'appliquent aussi aux entreprises étrangères. Comment convoquer? Est-ce que le fait d'envoyer par mail, est-ce que je peux envoyer un DHL, etc., par courrier, pour certains pays, le courrier, pardon, la transmission des courriers ne se fait pas, etc. Et bien, tout ça aussi, il faut savoir, ça va pousser les entreprises à modifier leur statut. Parce que certaines entreprises ont tout prévu. Déjà dans leur statut, dans les modalités de convocation, ils avaient arrêté des modes opératoires par mail, par fax, par DHL, par courrier recommandé, etc. Ce qu'on retrouve généralement dans le code de commerce, il ne parlait que de transmission de lettres recommandées par courrier. Certaines ont pris, le risque, hein, parce que je ne peux pas parler des implications juridiques, c'est vraiment le différents juges, mais les statuts prévalents, hein, étant le code régissant l'entreprise. Donc, certaines entreprises avaient déjà anticipé et avaient déjà prévu d'autres modalités de convocation que celles classiques que nous connaissons. Nous revenons aussi aux modalités de réunion. Aujourd'hui, une réunion, est-ce que la réunion de l'Assemblée générale doit se faire en présentiel, ce qui généralement se fait, ce qui est prévu dans le code de commerce et les statuts. Mais il faut savoir aussi que certains statuts aussi, certaines entreprises
avait déjà prévu, notamment étrangères, avait déjà prévu un autre mode opératoire qui est la consultation écrite. Je suis allée un petit peu chercher au niveau du code de commerce et ben, j'ai retrouvé que c'était admis pour les SARL. Pour les SPA, je ne l'ai pas retrouvé. Donc, c'est pas quelqu'un qui a une autre information, je suis heureuse. Et donc, dans ce fait-là, une modalité de réunion par visioconférence, par exemple, serait aujourd'hui recommandée parce que vous pouvez vous retrouver, les actionnaires ou les propriétaires peuvent se retrouver sur plusieurs territoires. Si vous êtes sur un seul territoire, ça veut dire si l'Assemblée générale va se soutenir en Algérie, dans le cas des sociétés mixtes, à mon sens, c'est plus facile. La partie étrangère donnant pouvoir ou procuration à des représentants en Algérie et l'Assemblée générale peut se tenir en Algérie. Si c'est une société 100% étrangère, donc qui a été créée avant 2009, et dans ce cadre-là, s'ils sont sur un même territoire, parce qu'ils sont en France, mais ils sont peut-être dans des départements confinés, etc. Donc, s'ils sont sur un même territoire, ce qui pourront quand même se réunir et donner des procurations entre eux, ensuite transmettre ce PV en Algérie, deuxième possibilité. Et il restera toujours le problème de la feuille de présence, parce que tout ça, nous avons un souci, c'est le dossier de publication des comptes, comment il est exigé. Le CNRC exige des états financiers en arabe, en français, les PV, etc. Il demande des originaux pour les PV. Donc, le PV d'Assemblée générale en arabe et en français doit être produit en original et une feuille de présence originale. Donc, aujourd'hui, c'est ça le souci qu'il faudrait qu'on ait un débat sur ça, essayer de trouver des solutions pour ça, les pouvoirs, les modèles de transmission. Puis on arrive au dossier de transfert de fonds. Transfert de fonds aujourd'hui, comme il n'y a pas eu report ni des assemblées générales, ni des délais de transmission des rapports, etc., tout ce que je vous ai dit tout à l'heure, il faut savoir que nous avons, on va le revoir dans les prochaines slides, on va retraiter de ce point-là. Je vous fais un focus sur les délais exigibles. Vous verrez que ça pose une problématique importante puisque les délais n'ont pas changé aussi. Et le délai extrême ou butoir de transfert des dividendes est le 37. Il y a des décisions aussi concernant les résultats. S'il y a distribution, donc s'il y a transfert de dividendes, transfert de fonds, pardon, c'est plutôt transfert de dividendes. Je ferai des corrections sur ma présentation avant de la transmettre. Je m'en excuse. Donc, les décisions concernant les résultats, s'il y a distribution, c'est clair que s'il y a distribution, vous avez décidé, ça concerne les entreprises étrangères implantées en Algérie, mais de droit algérien, si elles ont décidé de distribuer un dividende, c'est clair que ça doit être suivi par la procédure transfert. Et on en arrive aux déclarations rectificatives, puisque vous savez aussi que le Code des impôts directs algériens prévoit une déclaration rectificative. Donc, elle permet aux entreprises ayant constaté des erreurs au niveau de leur bilan fiscal, déposé à l'administration fiscale, de porter des corrections, de faire ce qu'on appelle une déclaration rectificative après rapport du commissaire en compte. Donc, le commissaire en compte doit faire un état disant oui, j'autorise cette rectification pour voilà ce qui s'est passé. Donc, toutes ces problématiques aujourd'hui, elles sont véritablement réelles et nous essayerons de proposer des solutions, mais la solution, elle nous dépasse parce que vraiment, il faut qu'une décision soit prise, à mon sens, une décision globale pour toutes les entreprises. Prochaine slide, s'il vous plaît. Donc, la déclaration rectificative, pour ceux qui ne le savent pas, elle a été instituée par la loi de finances en 2009. Donc, depuis 2009, il y a cette possibilité aux entreprises de rectifier leur bilan. Vous avez une référence au Code des impôts directs, taxes assimilées, c'est l'article 151, et vous avez 21 jours pour souscrire cette déclaration rectificative. Donc, cette possibilité de rectification du bilan elle a été prise en charge des réserves du commissaire en compte est intéressante, mais aujourd'hui aussi,
nous posons ce problème. Beaucoup de confrères aussi l'ont évoqué. Aujourd'hui, s'il n'y a pas de report du dépôt de cette déclaration rectificative, on ne pourra pas l'utiliser, puisque quand elle a été instituée, et l'article du Code des impôts, il est clair, il vous dit 21 jours après les délais légaux de tenue de l'Assemblée générale. Donc, si c'est le délai butoir, on l'a vu précédemment, c'est le 30 juin, donc on avait jusqu'au 21 juillet pour le faire. Si aujourd'hui, il n'y a pas de, comment dirais-je, il n'y a pas de report de ce délai, ou si aujourd'hui, on peut avoir une décision pour reporter, il faudra aussi que l'administration fiscale, au ministère des Finances, réfléchisse à aussi reporter aussi ce délai pour que les entreprises puissent bénéficier de cet avantage qu'il aurait octroyé dans le code des impôts. On termine avec les conditions de paiement des dividendes. Donc, vous avez un résultat bénéficiaire, vous devez vous réunir en assemblée générale, déterminer le bénéfice à répartir, du bénéfice à répartir entre les associés et les actionnaires, décider de distribuer 100% du résultat ou 50%, ou décider de distribuer 50% des exercices antérieurs, etc. Il y a plusieurs possibilités. Et c'est à ce moment-là, c'est au niveau du PV qu'il faudra déterminer les dividendes à payer, bien sûr, après répartition de bénéfices. Quand vous avez déterminé le dividende à payer, il est aussi intéressant. Oui, je vous ai remis ici la procédure de mise en paiement des dividendes. Donc, il y a certains principes à respecter dans le droit algérien. Les dividendes sont payés qu'une seule fois. Vous ne pouvez pas fractionner le paiement de vos dividendes. Le délai maximum est de 9 mois pour la mise en paiement. Ça veut dire avant le 30 septembre, le dossier de transfert doit être validé, etc. au niveau des banques. Je vais directement de la banque, puisque l'attestation de transfert, etc., doit être déposée. Et la banque doit valider au moins le 30 septembre. Au-delà, elle peut vous faire le virement, mais la validation du dossier, c'est très important de faire ce distinguo sur la mise en paiement par rapport au dépôt du dossier. Certaines entreprises vous disent oui, mais j'ai déposé. Oui, vous avez déposé, mais vous n'avez pas eu la validation de l'administration fiscale, ni vous n'avez pas reçu votre attestation de transfert. Il faut la remettre ensuite à un deuxième dossier à déposer au niveau de votre agence bancaire. L'agence bancaire s'en remet à son service de commerce extérieur, etc. Il faut vraiment que vous ayez le OK de la banque avant le 30 septembre. Ensuite, elles sont bien sûr le dividende proportionnel à votre détention de votre part dans le capital. Comme je vous disais tout à l'heure, quand vous allez discuter le paiement à la distribution de vos résultats, il faut savoir que le Code de commerce vous impose de payer en priorité le résultat de l'exercice, puis les reports. Et puis, bien sûr, concernant la prolongation des délais, il faut savoir aussi que la loi vous permet une prolongation des délais de mise en paiement des dividendes par introduction d'une requête auprès du tribunal du siège social, du lieu du siège social de votre entreprise pour demander une ordonnance de report des délais de transfert des dividendes. Généralement, quand on voit pour la mi-juillet, fin juillet, je parle hors situation de crise aujourd'hui, on voyait qu'on va être juste, on introduit préalablement cette zone. Donc, on en revient aux recommandations aujourd'hui. Aujourd'hui, il est clair qu'il y a des propositions urgentes à appréhender. Autoriser la visioconférence comme mode de réunion. Si ce n'est pas inscrit dans votre code de commerce, si ce n'est pas inscrit dans votre au niveau de vos statuts, donc aujourd'hui, il faudrait qu'il y ait une décision globale qui soit prise par toutes les entreprises, permettre la consultation écrite, et donc on fera juste tourner un PV entre les actionnaires et les associés, et
recueillir leur signature, puis envoie par DHL par exemple. Et on aura comme ça une fiche de présence tournante. Les décisions générales, à mon sens, pour le report des assemblées générales, ces autorisations de visioconférence, cette gestion des assemblées doit faire l'objet d'une ordonnance parce que pouvoir changer les choses, il faut qu'on a manque de compte commerce. Donc, ou bien une décision urgente quand c'est une ordonnance présidentielle, à mon sens, hein, j'avance quelque chose, mais je ne vois pas comment on pourrait faire. Donc, il faut vraiment un texte de loi supra qui puisse l'autoriser, sinon un amendement du code de commerce rapide devrait se faire. Il faut savoir aussi que si cette décision supra n'arrive pas et qu'il n'y a pas une décision globale des autorités algériennes pour le faire, il faut savoir aussi que vos statuts, votre code de commerce vous permet aussi d'aller chez le juge. Donc, il y a toujours cette possibilité d'aller chez le juge et demander un report des assemblées générales qui vous permettrait, vu que la publication des comptes elle a été faite le 30 septembre, vous pourrez déjà demander une prolongation. Maintenant, le problème qui se pose dans ce cadre-là, à ce jour, les services judiciaires sont au minimum. Donc, on ne sait pas si ce confinement va durer ou pas, des décisions vont être prises à partir du 29 avril. Donc, s'il n'y a pas une décision globale qui va être prise, il faudrait aussi militer pour qu'au niveau de l'appareil judiciaire, de demander un traitement urgent des demandes de report des assemblées générales, parce que ça resterait la seule issue, à mon sens, juridique pour toutes ces contraintes que vivent les entreprises et avec lesquelles nous partageons avec eux leurs soucis, puisque nous aussi, nous sommes impactés et nous considère que nous sommes des partenaires des entreprises et nous avons tous intérêt à militer pour leur sauvegarde. Et je vous remercie de m'avoir écouté. Et je suis à votre disposition pour les questions. Merci beaucoup, Madame Mouzaï, pour cette présentation, pour toutes ces informations qui seront utiles, je l'espère, pour tous les participants. Si vous me le permettez, on commence alors la deuxième partie, celle des questions-réponses. Oui. Parfait. Alors, on commence la première avec la première question. Pardon. Oui, je ne sais pas, je fais plus souci de ça. vous me recevez, c'est bon? Voilà, c'est bon. C'est un petit peu entrecoupé, mais... Parfait. Alors, première question, par rapport au report de la publication des comptes sociaux, qu'en est-il pour les délais pour le transfert des dividendes? Mais c'est ce que je disais tout à l'heure. Les seules décisions qui ont été prises en ce moment, c'est le CNRC qui a été très rapide et qui a reporté la publication des comptes sociaux. Il faut savoir que ce n'est pas nouveau, ça a été déjà fait en 2015, ça a été fait en 2011. Donc, c'est une décision qui a été prise. Mais concernant les assemblées générales, nous n'avons aucune décision légale qui permette aujourd'hui de reporter les assemblées, sauf, je vous ai dit, sauf la possibilité qui reste aux entreprises, c'est de demander de se rapprocher de l'administration judiciaire et du tribunal et introduire une demande de report qui est une procédure prévue par le Code de commerce et les statuts. Parfait. Alors, une autre question toujours sur le transfert de dividendes. Alors, sur la décision de l'Assemblée générale ordinaire de distribution des dividendes, alors c'est pour l'exercice 2018. D'accord? Avec cette crise économique, est-ce que les associés peuvent-ils se rétracter et réinjecter les bénéfices pour sauver la société? Et si oui, comment? Vous me parlez d'un bénéfice 2018, donc sur les états financiers de 2019, il est en report à nouveau. Et c'est clair qu'au niveau de cette assemblée de 2019, de leur AGO, c'est simple pour eux, il ne faut pas qu'ils prévoient une distribution de l'exercice 2010 de leur report à nouveau. Donc ils laissent leurs bénéfices non distribués comme il est. Vous parlez de 2018. Hein. Donc, à mon sens, c'est une question assez simple. Hein. Il ne faut pas procéder. C'est au niveau du PV qu'il faut être très, très rigoureux. Si au niveau du PV,
ils vont inscrire une distribution du bénéfice, il faudrait qu'ils s'y astreignent. S'ils ne veulent pas, ils n'ont pas qu'à l'inscrire au niveau du report à nouveau et ils demandent un réinvestissement, etc. C'est à eux de rédiger au mieux leur PV de l'Assemblée générale ordinaire 2019, puisque, à mon sens, ça n'a pas encore été fait. À moins qu'ils ne l'ont pas encore. Voilà. Parfait. Alors, une autre question par rapport au commissaire aux comptes. Est-ce qu'il peut déléguer une personne de son cabinet pour assister à la réunion du conseil d'administration ou de l'Assemblée générale ordinaire? Alors, c'est une question qui fait, j'allais dire, fait fureur sur les réseaux entre professionnels. Je parle entre professionnels. Sincèrement, il n'y a aucun texte qui nous l'interdit ou qui nous l'interdit, à mon sens. Ensuite, maintenant, ça y va. Si j'ai 5 assemblées générales le même jour, il est clair que je ne peux pas être présente aux 5. C'est pour ça qu'avant avant de convoquer, il est intéressant de discuter avec son commissaire au compte et voir son agenda. Si je ne peux pas être, je peux déléguer une personne. Quand on dit une personne, je ne vais pas déléguer l'assistante administrative. Généralement, le commissaire au compte est représenté par un collaborateur du même rang, un auditeur financier qui connaît déjà le dossier, etc. etc. Donc, pour moi, ça se discute avec son client, à moins de reporter d'heure en heure, dire mais je ne peux pas être partout. Enfin, je parle de mon cas. Hein. Généralement, avec nos clients, on essaye de s'accorder pour dire que j'ai une assemblée le matin, ok, à midi. C'est vrai que si tout le monde vient le 30, c'est problématique. Donc, d'où l'usage de faire assister un collaborateur. Parfait, merci beaucoup. Alors, une question également par rapport au rapport de gestion. Quelles sont les sanctions si le gérant ne prépare pas ce rapport? Si vous revenez à ma présentation, j'ai donné l'ancrage juridique du Code de commerce qui fait que le rapport de gestion doit être remis par le gérant aux associés, au commissaire aux comptes. Et si vous revenez, c'est dans le chapitre dispositions communes aux sociétés commerciales, et si vous allez venir aux sanctions, je n'ai pas la disposition en tête, mais c'est des sanctions. Il y a je pense, il y a, on revient, m'appeler au bureau. C'est le troisième ou quatrième slide. Non, avant. Donc, l'article 716 du Code de commerce indique que les États et le rapport qui doit être remis par le gérant et le président du conseil d'administration doit être pris aux assemblées générales. Mais plus tard, dans le Code de commerce, il y a une disposition pour les sanctions. Je ne l'ai pas en tête, désolé, je peux vous l'envoyer tout à l'heure, mais je ne l'ai pas en tête. Parfait. On passe à la prochaine? Oui, oui, bien sûr. Parfait. Alors, par rapport, d'après vous et selon l'instruction du Premier ministre, celle relative aux pénalités de retard, on a reçu des questions justement sur comment faire pour bénéficier de l'exonération des pénalités de retard. Que pensez-vous, s'il vous plaît, Madame Mozaï, de cette instruction et de sa faisabilité, on va dire? Oui. Alors, cette instruction 162 ou 163, désolé, je ne l'ai pas en tête, je vais vous préciser par ailleurs, est très, très importante. Beaucoup d'entreprises algériennes ou étrangères notamment, qui sont en Algérie dans le cadre de marché, donc les établissements stables, qui ont des contrats. C'est une disposition importante aux entreprises qui étaient dans les travaux, dans la réalisation, dans les services, qui ont des contrats importants avec l'État et qui, par la crise sanitaire qui s'est imposée rapidement aux entreprises et aux maîtres de l'ouvrage public, il a fallu vraiment s'arrêter. Donc cette instruction est revenue
est revenu sur une disposition du Code des marchés publics qui existe, qui était là et que généralement c'est prévu au niveau des contractuellement au niveau des contrats. Ce qu'il faut faire attention, c'est qu'aujourd'hui, l'État a bien spécifié au maître de l'ouvrage public qu'ils étaient tenus de mettre à la disposition des contractants un ODS d'arrêt. L'ODS d'arrêt, bien sûr, doit spécifier qu'il n'y aura pas application des pénalités de retard dans l'exécution, on parle de pénalités de retard dans l'exécution des contrats, donc il n'y aurait pas, que ce soit la société contractante, que ce soit le maître d'ouvrage, il faudrait rédiger un ODS dans ce sens, mais aussi, j'attire votre attention, j'attire l'attention des entreprises qui sont dans ce cas, de se faire délivrer des certificats administratifs. Hein. Donc, en plus de l'ODS, il faut se faire délivrer un certificat administratif. De toute façon, c'est prévu dans l'instruction. Et cette instruction, on a médiatisé la partie pénalité, mais on n'a pas médiatisé la deuxième disposition qui est très importante aux entreprises et qui était très intéressante, parce que je trouve cette instruction vraiment salvatrice pour certaines entreprises, puisque dans un premier point, c'était de rappeler, l'État rappelle au maître de l'ouvrage public qu'il faudrait qu'il rédige les ODS d'arrêt, qu'il le mette à la disposition des contractants avec des certificats administratifs. Mais en deuxième point, le ministère des Finances a été instruit pour revoir la situation des créances des entreprises vis-à-vis de l'État. Et après cette instruction, des maîtres de l'ouvrage public ont été sommés de faire un reporting sur les créances détenues envers l'État par les entreprises étrangères ou algériennes. Vous avez des sociétés algériennes qui ont travaillé pour l'État, ou bien vous avez des établissements stables qui sont en Algérie qui ont travaillé comme travaux, c'est le droit X, etc. Et donc, c'était pour faire un recensement des paiements. Parce qu'il faut qu'on revienne un petit peu. Hein. Cette crise sanitaire qui a été déclarée à partir du 21 mars, parce qu'il faut revenir au décret 69, est venu déclarer cet état de crise sanitaire. Mais il faut savoir que pour 2019 a été une année très difficile pour beaucoup de sociétés qui ont manqué de liquidité, il n'y a pas eu de commande publique, elle a été très restreinte, beaucoup d'entreprises ont des créances envers l'État, ils n'ont pas été payées, etc., etc. Donc aujourd'hui, cette crise sanitaire, ce qui est un peu difficile à gérer en ce moment, c'est qu'elle vient se greffer déjà sur une crise financière qui était importante pour certaines entreprises. Je parle de certaines activités, notamment les activités des entreprises sont d'activer des travaux, etc. Donc, cette instruction, le fait de rappeler aussi, de rappeler au ministère des Finances de faire une évaluation de ce qui doit l'État à ces entreprises, pour moi, est très intéressante et ça donnait un petit lueur d'espoir aux entreprises pour se faire payer notamment les créances détenues sur l'exercice 2019. Voilà ce que j'avais à dire pour cette instruction. Merci beaucoup. Alors, on revient juste au rôle du commissaire aux comptes. Alors, j'ai une question. Bonjour, madame. Y a-t-il obligation de présenter les états financiers en rapport de gestion au conseil d'administration avant même l'établissement du rapport du CAC? Et bien sûr, le rapport du CAC, c'est je suis CAC. Pour pouvoir établir mon rapport, la société doit me remettre ses états financiers, le rapport de gestion. Puisque j'avais expliqué au début que le rôle du commissaire aux comptes, au-delà de la revue analytique des comptes, au-delà des contrôles, ce qu'on appelle le contrôle des comptes, il doit aussi examiner, analyser, analyser, contrôler ce qui a été écrit dans le rapport de gestion propriétaire. Et ce qui est inscrit au niveau de ce rapport de gestion doit être en adéquation avec les états financiers. Donc, c'est clair que le rapport du commissaire aux comptes, c'est le dernier rapport. Mais préalablement, je dois avoir des états financiers et le rapport de gestion. Parfait. Une autre question toujours sur le rôle du CAC. En cas d'arrivée à terme du mandat du commissaire aux comptes, est-ce qu'il est obligatoire de renouveler son mandat ou désigner un autre commissaire aux comptes dans l'AGO d'arrêter des comptes?
Alors, d'abord, ce n'est pas l'AGO d'arrêté des comptes, c'est l'AGO d'examen de comptes. L'arrêté des comptes, c'est autre chose. Donc, le mandat légal du commissaire aux comptes s'arrête à la 3e année lors de l'Assemblée générale d'examen des comptes. Donc, si j'ai fait mes 3 mandats de 3 ans et j'arrive à l'Assemblée générale ordinaire 2020, où on examine les comptes 2019, là, les actionnaires ou les associés ont la latitude ou bien de renouveler le mandat du commissaire de compte ou bien d'en désigner un deuxième. Parfait. Une autre question toujours sur le rôle du commissaire au compte de la part de l'entreprise adhérente qui nous demande quel est le rôle d'alerte du commissaire au compte. Ça, c'est tout un l'alerte du commissaire au compte. Alors, pourquoi je comme ça il a des diligences d'alerte. Il va alerter quand et qui. Donc, d'abord, l'alerte, elle se fait généralement propriétaire. Et il y a des conditions d'alerte. Donc, nous avons plusieurs types d'alerte. Il y a l'alerte qui doit être faite au propriétaire en cas de fait délictueux. Donc, dans le cadre de ma mission, je découvre qu'il y a des faits délictueux. J'en informe les propriétaires. Ils vont dire voilà ce que j'ai trouvé et j'attends rapidement. Je donne un délai très court pour qu'ils réagissent parce que cette alerte généralement est suivie par une alerte auprès du procureur directement compétent. Je dois alerter sur des faits délictueux que j'aurais trouvés au niveau de l'entreprise. Ça, c'est une alerte pour faits délictueux. Il y a aussi des alertes qui doivent être faites en cas de menace sur la continuité d'exploitation de l'entreprise. Je laisserai ce module-là parce que c'est vraiment très long. On en parlera dans un autre webinaire. Mais il faut savoir que cette alerte, elle doit être faite si le commissaire aux comptes constate qu'il y a certains points. Il faut savoir que depuis 2013, nous avons une norme de rapport. Et dans cette norme de rapport, ce rapport spécial, le commissaire aux comptes doit faire un rapport spécial sur la menace pour continuité de l'exploitation et il y a des indicateurs financiers, opérationnels, etc. Donc, s'il y a une perte de capital, fracas du capital, s'il y a une perte de marché, s'il y a des contentieux importants qui mettent en péril la société, etc., c'est au commissaire aux comptes d'apprécier si les faits qui lui apparaissent ou qui sont soumis par son conseil d'administration, etc., il doit discuter d'abord avec les représentants de l'entreprise et de procéder à une alerte. Et ensuite, s'il fait cette alerte, il attend un retour de l'entreprise. Il doit suivre quelles sont les mesures qui ont été prises par l'entreprise pour ce qu'on appelle la levée de cette menace dans le cas de l'alerte pour la menace. D'accord? Mais il y a plusieurs types d'alertes. Parfait, merci beaucoup. Une autre question, est-ce qu'une succursale a l'obligation de publier ses états financiers? Non, non. La publication des comptes sociaux, je vous ai donné les références, vous allez revoir. Il est clairement dit que la publication des comptes sociaux doit se faire par les entreprises, ayant une assemblée déjà. Et chaque année, quand il y a la note du CNRC sur le type d'entreprise qui doit publier leurs comptes sociaux, elle liste les banques, les assurances, les SARL, etc. Il y a eu dérogation de publication pour les petites entreprises, pour les aider un petit peu. Donc, les entreprises créées dans le cadre de l'ANSEJ, pendant 3 exercices de la date de leur création, elles sont non tenues de publier. Ou si elles publient, ça sera une publication sans frais pour les sociétés créées dans le dispositif CNACAN, GEM, etc. Donc, pour aider toutes ces entreprises dans les différents dispositifs qui existent, il y a eu des dispositions sur les 4-5 ans pour que ces entreprises publient sans frais. Voilà. Donc, mais il faut généralement revoir la note qui est faite par le CNRC chaque année. Elle liste les types d'entreprises qui doivent publier et les conditions. Parfait. S'il vous plaît, une autre question. Au vu du report du délai de dépôt de l'alias fiscal au 30 juin 2020, est-ce que la tenue du conseil d'administration habituellement ayant pour délai le 30 avril 2020 est impactée pour une SPA? Et est-ce que la tenue du CA peut être reportée et quel est le délai maximal?
Alors, sincèrement, c'est une décision discrétionnaire du conseil d'administration. Moi, je voudrais, si vous me posez la question comme ça, je vous dirais pourquoi reporter. Parce que sincèrement, si aujourd'hui les effets ont commencé le 21 mars, si on parle de conseil d'administration, c'est-à-dire on parle d'entreprises, de sociétés par action qui sont organisées, etc. Donc généralement, en mars, on a déjà nos comptes financiers, nos états financiers, ils sont prêts. Le report du bilan fiscal est intéressant pour les entreprises qui auront à décaisser un IBS. Donc, ça leur fait gagner 1 mois ou 2 mois sur la trésorerie. C'est tout, mais en impact réel, je ne vois pas pourquoi on reporterait un CA d'arrêté des comptes. Parfait. Quelle est la durée légale pour distribuer les bénéfices des associés et pour le transfert des dividendes? Voilà, donc je reviens un petit peu, je crois que c'est… Ça revient. Oui, on a traité déjà ce point-là. Le délai, Exactement. c'est 9 mois. Donc, avant le 30 septembre, il faut que la mise en paiement des dividendes soit faite pour que le dossier soit clair. Et c'était quoi la deuxième question? Pour le transfert des dividendes et les Oui, bénéfices entre associés. voilà. Donc, pour le transfert des dividendes, c'est clair qu'il faudrait attendre. La mise en paiement doit se faire avant le 30. Quand on parle de mise en paiement, ça veut dire que en finale, la banque a déjà validé le dossier de transfert avant le 30 septembre. Auquel cas, si vous voyez que vous avez des soucis, il faut tout de suite introduire une demande de report des délais auprès du tribunal compétent. Et ma recommandation aujourd'hui aux autorités, c'est de voir si on peut prendre une décision globale qui va reporter les assemblées générales et de ce fait, ne pas oublier de reporter aussi les délais des transferts de dividendes. Et auquel cas, si vraiment on voit la situation actuelle, est-ce qu'il n'y a pas de trésorerie, etc., sursoir au paiement des dividendes cette année et les reporter pour l'année prochaine. J'interviens justement là par rapport au transfert enfin au blocage des dividendes. Alors, si une entreprise a déjà décidé de distribuer les dividendes 2019 et que les associés veulent se rétracter pour sauver la société, comment doivent-ils procéder, s'il vous plaît? Bon, alors, s'ils ont déjà décidé, ça veut dire qu'ils ont tenu leur assemblée générale Exactement. et qu'ils ont publié. La question se pose ici. Je n'ai pas de Alors, réponse par contre. et voilà. Et donc là, c'est une très très bonne question auquel nous avons été plusieurs fois confrontés parce que cette rétractation qui vaut annulation d'une résolution de l'Assemblée générale, qui vaut aussi annulation de la publication. Mais cette annulation, cet acte d'annulation ne se peut faire par un acte judiciaire. Donc, très attention, on ne peut pas faire une assemblée pour annuler une autre. Ce n'est pas prévu par le code de commerce. À ma connaissance, ce n'est pas prévu. Donc, moi, je dirais ceci, il faut mieux aller chez le juge et demander l'annulation. Sincèrement, c'est une très, très bonne question. Nous avons été confrontés à ce souci-là et l'entreprise est allée demander un acte judiciaire pour être protégée parce que je ne sais pas si dans leur statut, il est prévu quelque chose. D'abord, il faut aller au niveau des statuts pour voir s'il y a une possibilité d'annulation. Ensuite, à quel stade ils en sont? Est-ce qu'ils sont au niveau juste de réunion ou est-ce qu'ils ont publié? Parce que publication des comptes sociaux, il ne faut pas revenir sur la publication. Alors là, j'ai un éclaircissement. C'est la dame qui m'a posé la question me dit que oui, ils ont été publiés. Et donc, dans ce cadre-là, se rapprocher déjà du CNRC pour demander comment on peut procéder à l'annulation d'une publication des comptes sociaux. C'est vraiment des questions très importantes puisqu'elles n'ont pas été traitées légalement ni dans le Code commun ni dans autres textes. Donc, après, on reviendra à l'action de nullité prévue par le Code commerce et le Code civil. Et donc, on va demander au juge de le faire et est-ce que le juge est compétent, etc. Sincèrement, je ne sais pas. Il faut vraiment se rapprocher du CNRC d'abord et avoir une réponse sur ce. Mais faire attention faire attention de valider cette action de nullité. Parfait. Une autre question si cela vous va. Bien sûr.
est-ce légal de payer tous les actionnaires en même temps? Cela veut dire attendre d'avoir les autorisations nécessaires pour le transfert des dividendes à l'étranger pour procéder au paiement des actionnaires locaux. Ça aussi, c'est une question. Ça aussi, c'est une question récurrente. Non, je ne vois plus. Pardon? Je ne vous vois plus. Vous me recevez? Je vous reçois, mais je n'ai plus la fenêtre vidéo. Si, on vous reçoit. Ah, c'est revenu. On vous reçoit, c'est Désolé. parfait. Désolé. Donc, nous disions. Pardon. Par rapport au Désolé. transfert des dividendes entre. Ah oui, oui, non, est-ce qu'il paiement, faut. paiement, Voilà, paiement. le paiement. Voilà. Généralement, quand l'Assemblée générale se réunit et l'autorisation est donnée, ça y est, on a décidé de payer, sur place, la partie algérienne peut avoir son chèque ou son virement et ensuite procéder au transfert. La partie locale n'est pas tenue d'attendre à moins qu'elle le veuille. Okay. Dans tous les cas, que ce soit partie étrangère ou partie algérienne, il faut que ça se fasse avant le 30 septembre. Donc, généralement, quand on me pose cette question, je dis, mais pourquoi vous voulez décaler les paiements? Pour la partie étrangère, elles sont décalées parce qu'il y a cette procédure de transfert. D'accord? On s'est retrouvé aussi dans des situations où les transferts ont été bloqués et la partie algérienne bloquée par la partie étrangère qui dit, mais si moi, je n'ai pas transféré mes dividendes, ben, toi, tu n'auras pas tes dividendes. Il faut savoir qu'au moment que vous avez décidé de transférer, lors de la réunion de l'Assemblée générale, vous pouvez faire la partie locale peut avoir ses bénéfices. Parfait. Alors, est-ce qu'on peut, sur décision du groupe, mettre fin au mandat du commissaire aux comptes à sa deuxième année? Si oui, quelle est la procédure à suivre? Je n'ai pas compris. Ah, il a fait que deux 2 ans, ans sur un exactement. mandat de 3. De 3 ans, exactement. Donc, est-ce qu'on peut interrompre ce mandat au bout de la deuxième année? Et si oui, quelle est la procédure à suivre? Ça dépend. Ça dépend. Ça dépend. S'il y a une faute avérée du CAC, là, en quel cas, il faudrait engager sa responsabilité. Est-ce qu'il faut discuter avec lui? Est-ce que, pour X raisons, il démissionne? Dans tous les cas, vous ne pouvez pas arrêter un mandat de CAC comme ça. Le mandat est de 3 exercices. Si vous avez décidé de l'arrêter avant son délai, il faut que vraiment cette demande soit motivée et il faut qu'il y ait une discussion avec votre CAC. Parfait. Juste une dernière question par rapport au délai des convocations du conseil d'administration et de la GO. Est-ce que c'est les mêmes lorsqu'il s'agit d'une SPA, d'une SARL ou d'une EARL? Bon, alors, les délais, d'abord, il y a le code commerce. Le code commerce, il vous dit que pour les assemblées, les SARL, les EARL, etc., les CNC, etc., donc les assemblées, doivent être convoquées 15 jours avant la tenue, avant la date de la tenue. Pour les SPA, généralement, c'est 1 mois. Ensuite, ça, c'est le code commerce, c'est le cadre général. Maintenant, vous devez revenir à vos statuts et voir ce qui a été inscrit. Pour certains SPA, ils se sont assis sur les 15 jours, donc le même délai que pour une SARL. Donc, code commerce, les délais sont entre 15 et 30. Ensuite, moi, j'ai ma recommandation d'aller voir ce qui s'est écrit dans vos statuts. Parfait, merci beaucoup. Alors, on parle de ce statut-là encore. Si la tenue de l'Assemblée générale ordinaire n'est pas interdite par les statuts, donc elle est autorisée, comment faire par rapport à la feuille de présence? Je n'ai pas compris, pardon. Si les… Alors, sur les statuts, c'est mentionné qu'il est autorisé de faire une AGO par visioconférence. Ah, c'est déjà prévu Voilà, dans le… ça a été prévu sur les statuts. Comment faire pour la Okay. feuille de présence? Est-ce qu'un login à la conférence audiovisuelle est autorisé et éventuellement acceptable ou faut-il préciser sur le PV qu'il y a eu une AGO en visioconférence? C'est ça le problème. Donc, si au niveau de ces statuts, de cette société qui a prévu une visioconférence, la visioconférence n'étant pas encore autorisée légalement dans le droit algérien, est-ce qu'ils ont déjà, s'ils ont prévu une consultation écrite, ça veut dire que même après la visio, ils font passer un PV qui est signé par tout le monde et qui est envoyé par DHL en Algérie.
C'est aussi une problématique. La deuxième problématique, c'est aujourd'hui, le CNRC, pour la publication des comptes, n'accepte qu'une feuille de présence originale, ça veut dire les signatures originales et des PV originaux. Ça, c'est aussi un problème à poser au CNRC. La visioconférence, elle peut être faite, c'est pour les discussions, à mon sens, ce qu'on fait avec nos clients, on peut discuter. Mais ensuite, acté juridiquement, là, il faut une décision gouvernementale, je pense, pour régler ce problème-là. Parce que juridiquement, ce n'est pas réglé dans le droit algérien. Nous avons accrédité les signatures électroniques, mais nous n'avons pas l'agence d'accréditation, etc. Donc, peut-être ça va nous pousser aujourd'hui à aller plus vite pour la mise en place de la numérisation, etc. Je ne sais pas. D'accord. Une dernière question en direct. Combien de fois faut-il au commissaire aux comptes pour qu'il soit présent ou bien visite ses clients par année? Est-ce qu'il y a un nombre minimal ou est-ce que ça relève du négociable entre les deux parties? Alors, sincèrement, je vais parler, ceci n'étant pas déjà acté quelque part, je vais vous parler de mon expérience professionnelle et personnelle. C'est clair qu'une entreprise, ça ne va pas de la taille de l'entreprise, ça va dépendre de l'activité de l'entreprise, ça va dépendre surtout des diligences que je dois mettre en place. Si une entreprise peut faire son commissariat au compte, je veux 50 heures ou 60 heures, ou une autre, j'ai besoin de 200 heures, c'est clair que les choses, que ma présence au niveau de l'entreprise doit être plus importante par rapport à d'autres. Donc, tout va dépendre déjà de la taille de l'entreprise. Ensuite, tout ça se discute au niveau du début de mandat. Quand nous faisons une lettre de mission au niveau de l'entreprise, certaines entreprises, il y a des demandes, ce qu'on appelle, ils me disent, ouais, mais nous, on ne veut pas une revue limitée. Parce que le commissaire au compte va travailler par sondage, ce qu'on appelle une revue limitée. D'autres vous diront, non, 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 moi, je veux une revue élargie. Une revue élargie, ça veut dire quoi? Je suis de fait que vous soyez plus présent au niveau de l'entreprise en tant que commissaire au compte et je voudrais ce qu'on appelle une revue élargie, donc un contrôle quasi permanent. Là, on peut s'accorder, on peut être présent au moins une semaine par mois parce que la taille de l'entreprise est tellement importante que ce serait plus facile pour nous pour rédiger nos rapports. Ensuite, il faut revenir à la loi. La loi oblige les entreprises à remettre au moins le premier semestre. Donc, si vous devez remettre déjà votre premier semestre à votre commissaire au compte, vous allez le voir au moins une fois le premier semestre. Ensuite, 2 ou 3 fois à la clôture. Donc, ça va dépendre de beaucoup d'indicateurs, mais aussi cette histoire d'intérim, hein, puisque nous intervenons sur le premier semestre, pour que les entreprises s'organisent aussi et le fassent. Si aujourd'hui je demande le premier semestre de l'entreprise, on me le donne au mois de novembre, au mois de décembre, c'est plus le premier semestre, et donc j'interviendrai en retard. Donc les retards d'organisation, les retards de comptabilité, les retards quand nous sommes confrontés, hein, je ne vais pas vous mentir, pas le meilleur de monde partout, les petites entreprises devraient mettre un petit peu de plus s'atteler à s'organiser pour avoir des états financiers très rapidement. Il y a aussi ce souci, certaines entreprises ne se soucient pas de leur bilan ni de leur rapport du commissaire au compte. Il est plus focalisé sur son bilan fiscal et il oublie par ailleurs que son bilan comptable ou son approche ou le contrôle de son premier semestre va lui permettre d'ajuster ses comptes, etc. Donc, cette relation avec le commissaire au compte est très importante à mon sens. C'est pour ça que le commissaire au compte, de par ses missions, il a une mission permanente. La loi le dit, elle a une mission permanente. Mais il faut le savoir, certaines entreprises, vous arrivez, ils disent oui, mais on n'a rien fait pour vous êtes venu aujourd'hui. Ils vous disent directement, on n'est pas toujours bienvenus, mais bon. Moi, je dis, généralement, je suis passé prendre un café. Je voudrais bien que cette mentalité au niveau de certaines entreprises change. On ne parle pas des entreprises organisées qui connaissent que c'est un commissariat au compte avec lesquelles ça marche très bien. Mais là, s'il y a encore des efforts à faire au niveau de beaucoup d'autres petites PMI, PME, si vraiment elles veulent sauvegarder leur outil de production. Juste une autre question sur l'évaluation des actifs et des passifs au 31 décembre 2019. Doit-elle refléter les conséquences de l'épidémie du Covid-19? Et quelle est l'information à donner dans l'annexe au titre des événements postérieurs à la clôture?
Très liées bien. à l'épidémie. Oui, très bien. Donc, c'est ce point dont on devait parler. Non. Donc, Exactement. vous faites bien de poser cette question. Donc, d'abord, l'annexe aux états financiers, elle doit, à titre d'information, reporter une information qui vous est arrivée au mois de mars. Si vous avez fermé à partir du mois de mars, ça doit être porté à titre d'information. Pourquoi? Parce que déjà, le décret 2069, pardon, le décret présidentiel 69, 69, 69 20, 2060. pardon, Le 69, décret c'est ça? exécutif. Oui, 2069, voilà. oui. Ouais. 2069 a été publié le 21 mars. Donc, ce qui reste, c'est quelques jours de fin mars. Les faits postérieurs à la clôture du bilan sont généralement des faits qui doivent être reportés au premier trimestre. On prend généralement le premier trimestre ou bien jusqu'au bilan fiscal, etc. À titre d'information, on peut dire, voilà, nous avons à partir du 21 mars, l'usine a été fermée à cause du Covid, personne n'a pas été payé, etc. On peut, à titre d'information, mais il n'y a aucun impact sur les exercices 2019 qui a été déjà clôturé au 31. Il faut faire attention, beaucoup d'entreprises se posent la question, mais il ne faudrait pas qu'elles en profitent aussi pour essayer de triturer, je m'excuse, mais je vous le dis comme ça, triturer les comptes et dire ah oui, je vais passer une provision. Non, les commissaires aux comptes sont très vigilants sur ça. C'est des opérations que nous allons rejeter. Pourquoi? Parce que il faut vraiment revenir au principe comptable et il y a un sacro principe qui dit que les exercices sont indépendants l'un de l'autre. Donc, ce qui est arrivé à fin mars-avril ne peut pas impacter des bilans de 2019. Par contre, il faudra se préparer pour 2020. Ça va apparaître dans le 2020, oui, mais sur 2019, il n'y a aucune information à ajouter, sauf à titre d'information. Dans les faits postérieurs à la clôture, il est intéressant de mentionner si vous avez été impacté directement par une perte de marché, perte du personnel, clôture, fermeture, etc. Je sais, tout ce qui peut arriver doit être mentionné à titre d'information. Donc, l'effet postérieur est une rubrique qui doit être reprise au niveau de l'annexe et au niveau du rapport de gestion. Et ensuite, il faut se préparer que tout ça doit être traité sur les états financiers de l'Union. Et une dernière question toujours dans ce sens. Que se passe-t-il s'il apparaît durant la période entre la clôture du 31 décembre 2019 et la date d'arrêté des comptes par l'organe compétent que l'entité est dans une situation d'incertitude significative sur sa capacité à poursuivre son exploitation? Alors, d'abord, ça n'a rien à voir avec les états financiers de 2019. Si aujourd'hui, au mois de mars, une entreprise se rend compte qu'elle a des difficultés à poursuivre son exploitation, déjà qu'elle informe son commissaire au compte. Parce que je vous avais dit tout à l'heure, le commissaire doit faire aussi une alerte. Donc, il faut qu'il soit tenu de cette information. Ensuite, lui, cette information, il va la traiter. Il va l'analyser et il va vérifier si vraiment les éléments qui sont mis à sa disposition sont des éléments qui puissent conforter son analyse et être d'accord qu'il y a une menace pour la poursuite de l'exploitation de la société. Et dans ce cas-là, il fera son rapport spécial aux associés et en concertation, des décisions devront être prises. Mais il faut le faire rapidement parce que bien s'arrêter, ça veut dire mettre en faillite la société, aller chez le juge, demander la faillite judiciaire. C'est vague. Une menace, oui. Pourquoi au mois de mars? Peut-être que ça pourrait arriver au mois de septembre, si pendant 3 ou 4 mois, l'entreprise est fermée. Donc, on peut en parler au mois de septembre, au mois de novembre. Mais en parler maintenant, pour moi, c'est prématuré. Parfait. Je vous remercie pour toutes ces Prie. réponses, pour toutes Je ces vous en prie. informations. J'ai essayé. Le webinaire touche à sa fin. Nous avons fait le Merci. tour des points communiqués. Nous avons apporté des éléments de réponse aux questions qui ont été posées et lors des inscriptions et lors du direct. Alors là, par contre, je reçois une demande en direct qui me dit est-ce qu'on peut recevoir la présentation par mail?
je devrais déjà commencer par la corriger. Et de toute façon, elle sera disponible sur notre site web, hein, Voilà, du parfait. cabinet. Voilà. Parfait. Donc, chers spectateurs, merci à vous d'avoir été présents. La présentation sera disponible sur le site web du cabinet de Madame Wassila Mouzaï. Madame Wassila Mouzaï, on vous remercie Je énormément vous en pour prie, votre je vous en disponibilité prie, et toutes je ces vous en prie, informations plus je vous en qu'intéressantes. prie. Et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. À bientôt. Merci beaucoup. Sahabakum. D'ici Au là, revoir. sahabakum, Au revoir. sahabakum, et à bientôt. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir.